Salut à tous, bienvenue. Moadim les Simcha, Chag Samer. On espère que vous profitez des vacances bien méritées. Oui, vous les avez bien méritées ces vacances, et on espère vous donner aujourd'hui bien quelques idées de Tiolim, parce que bien si vous avez bu et si le vin n'était pas si bon, eh bien on va vous donner des tipim, des trucs pour eh bien que pour la prochaine fois, les bouteilles qui seront sur vos tables seront en tout cas meilleur. Et puis aussi visiter le pays, la route des vins, les routes des vins. Oui, il y en a plusieurs, du nord au sud. On va en parler tout de suite avec Edith Neumann, qui est avec nous. Elle est guide. Elle est guide, mais elle a aussi longtemps été, on va dire, vigneron, on peut dire ça comme ça aussi. C'était mon mari surtout. Ouais, votre mari, mais bon, vous étiez partie prenante, j'imagine. C'est ça, j'étais dans le vin aussi un petit peu. Alors, on parle beaucoup du vin, mais on ne parle pas toujours de l'importance des raisins. Oui, on peut parler du vin à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la Bible, puisque quand même, quand on se promène en Israël, on ne peut pas oublier la chose la plus importante. Et au niveau historique, c'est toute la partie biblique. Et le vin a une grande importance à l'intérieur dans la Bible, avec Noé d'abord, qui va s'enivrer et qui va avoir plusieurs problèmes après s'être enivré. Et puis ensuite, on a retrouvé un peu partout en Israël et beaucoup de gâtes, ce qu'on appelle des gâtes en hébreu, c'est-à-dire des endroits où on foulait le raisin, où on mettait le raisin, et avec ça, on préparait le vin. Le vin, c'est une chose qui est extrêmement importante, et aux périodes antiques, c'était encore plus important qu'aujourd'hui, puisque c'était avec le vin qu'on pouvait purifier les puits d'eau. Quand on terminait un puits d'eau, avant de le re-remplir, on le nettoyait avec le vin. En fait, c'était de l'alcool, c'est l'alcool d'aujourd'hui, et c'est ce qui permettait de purifier le puits et d'avoir une eau qui soit potable. Et donc, d'où l'importance du vin. Alors, on imagine que si c'était un peu comme de l'alcool, il ne devait pas avoir le même goût qu'aujourd'hui. Ce vin, il était pas aussi raffiné, peut-être. Il n'était certainement pas aussi raffiné. On n'avait pas les moyens actuels. Mais malgré tout, on savait l'importance du vin par rapport à la boisson. Non seulement pour boire du vin, mais aussi pour boire de l'eau. Ça paraît bizarre, mais pour pouvoir boire de l'eau, il fallait avoir du vin. Ouais, ça paraît bizarre, effectivement. Mais pourtant, c'était comme ça. C'était comme ça, et c'est ce qu'on n'a pas... Vous savez, il y avait énormément de choses à l'époque biblique qui paraissent aujourd'hui bizarres. On ne comprend pas non plus, par exemple, l'importance du sel. Et le sel, à l'époque, dans les époques antiques, c'était le frigidaire. C'était dans le sel qu'on pouvait garder les différents aliments. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton et de mettre dans le frigidaire, mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, c'est sûr. C'est aussi la raison pour laquelle on parle du vin comme une des choses les plus importantes culturellement parlant, puisque le vin, c'est le kiddush, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Sanctification de la terre, etc. On sanctifie la terre, on sanctifie le mariage, on sanctifie je veux dire, toutes les choses importantes, y compris Pessah, qu'on vient de faire. Et le Seder a une importance très grande au niveau du vin. Une importance éducative très grande, c'est sûr. Alors, vous êtes là parce qu'on a envie de donner à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas encore très bien Israël, ou peut-être qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont pas toujours l'occasion d'avoir du temps pour visiter Israël. Et puis, ceux qui aiment bien le vin. Alors, il y a tout un tas de légendes sur les vins d'Israël, sur les caves d'Israël. Il y a des vins médaillés, ça tout le monde le sait. Il y a des petites caves, il y a des vins très chers, des vins moins chers. Mais c'est aussi... parfois des vignobles magnifiques. On découvre, quand on prend ces fameuses routes des vins, des paysages superbes. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, un petit parcours? Alors, parce qu'il y a 4 verres de vin dans la Haggadah, 4 fils, c'est un chiffre central. On va peut-être faire 4 parcours de vin, de routes de vin. Pas de problème. On peut faire même plus que 4 parcours. J'imagine, mais bon, on va s'arrêter là, parce que sinon, on restera ensemble jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'est ça. Et on peut faire 4 parcours, disons, dans différentes régions d'Israël, à commencer par le Golan. Il faut d'abord dire que le vin a eu
une révolution énorme en Israël. D'ailleurs, un peu comme tout en Israël, quand on parle de n'importe quoi, on se rend compte que tout est révolutionnaire. C'est pas par hasard qu'Israël est une start-up nation. Et le vin, pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai parlé du vin dans la Bible. Pendant la période musulmane, qui est ici, le vin a beaucoup régressé. On n'avait presque plus de vignobles et presque plus de vin. Mais les choses ont repris dans les années 1870-1880, lorsque les premières grandes aliotes sont arrivées, et les aliotes qui n'étaient plus des gens qui venaient pour étudier et pour être dans des yeshivot ou dans des kollels, mais qui étaient venus pour refaire fleurir le pays, les premiers chaloutzim, les premiers pionniers. Et donc, ils se sont installés à Rishon LeZion, comme par hasard, Rishon LeZion, ce qui veut dire le premier en Israël, le premier à Sion, et à Zichron Yaakov. Et ils ont défriché les marécages, et ils se sont retrouvés avec des problèmes agricoles très compliqués, parce qu'en fait, ils sortaient des yeshivot, ils n'avaient jamais tellement tenu des pioches et des pelles. Et ils ont commencé. On peut les comprendre. Oui. Ils ont commencé grâce à Monsieur Rothschild, qui est venu et qui les a envoyés en France pour faire des études sur le vin. Et on a commencé à faire les premiers vignobles sur les pentes de Zichron Yaakov, sur les puis pentes qui a importé aussi des plants de vignes de France, beaucoup de France. Voilà, les premiers grands vignobles, c'était une grande influence française, avec des agronomes comme Aaron Aronson, qui est parti en France pour faire ses études d'agronomie à Grenoble, et puis qui ont lancé donc les premiers grands vins d'Israël, le Carmel, qui était donc à Zichron et à Rishon LeZion. Ce sont des caves qu'on peut encore visiter, surtout celle de Rishon LeZion, surtout celle de Zichron, pardon. Celle de Rishon, elle va fermer d'ici peu. Mais c'était du vin doux. Du vin quoi? De table, du vin pas très bon. C'était surtout du vin... Elle se mouille, Edith, elle se mouille. Voilà. Du vin doux qui faisait un peu sourire les Français quand ils venaient ici, parce que c'était pas tellement leur habitude. Ça, on parle de quelle période là? On parle de commencer dans la fin du 19e siècle, et on peut dire que ce vin-là était connu en Israël jusqu'à peu près 1980, c'est-à-dire presque un siècle de ce vin du Carmel qui était le vin. Mais vous savez, jusqu'à dans les années 80, on avait un seul type de matériel en Israël. Il y avait une seule sorte de roux, une seule sorte de fromage, une seule sorte etc. Et c'est seulement la fin des années 80 qui a fait une explosion énorme de plein de différentes choses, surtout quand le Likoud est passé au pouvoir et qu'il a libéré une grande partie des entreprises gouvernementales. Et donc les choses ont changé à partir de ce moment-là. Les choses ont changé, et il a commencé à se créer énormément de petites caves à vin, à essayer d'autres choses. Alors si on reste sur le Golan, donc bon, ok, les grandes caves dont vous avez parlé, il y a des petites caves, des petits parcours sympas, on peut. Donc voilà, donc ça c'est la fin des années 80-90. Et à partir de ce moment-là, la grande cave qui s'est développée, c'était la cave du Golan, qui a extrêmement stupéfié, si on peut dire, la plupart des gens. Ils ont amené des spécialistes de France, encore une fois, pour développer la région, et d'Australie. Et ils ont commencé à faire des vins. Ces vins, aujourd'hui, sont médaillés à Bordeaux. Pratiquement tous les ans, on reçoit au moins une médaille d'or ou une médaille d'argent sur ces vins. Et ça, c'est les grandes caves. La cave, en particulier la cave de Catherine, qui est la cave du Golan, la plus grande cave qui s'est développée au Golan dans ces années 90. Alors, Zichron Yaakov Catherine, c'est loin pour ceux qui ne connaissent pas. Zichron Yaakov, c'est en Galilée, c'est même pas la Galilée, c'est la côte méditerranéenne, c'est à côté un peu au nord de Netanya, Césarée, disons entre Césarée et Hédéra. Et le Golan, c'est autour du lac de Tibériade. C'est complètement... On ne peut pas faire les deux dans la même journée.
On peut, mais enfin, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. D'accord. Si déjà on va au Golan, voir la cave du Golan de Catherine, alors ça vaut le coup de passer la journée au Golan parce qu'il y a énormément d'autres choses. À Catherine même, on peut passer la journée à visiter les restes de la ville talmudique, de l'histoire du Golan, etc. Donc ça vaut pas le coup de s'arrêter sur la route. Autant en profiter pour faire une grande journée dans le Golan. Et de plus, dans le Golan, se sont développées énormément de petites caves qui sont moins connues, mais qui se sont aussi développées autour de cette grande cave de Catherine, et qui sont les vins du Golan et qui sont très connus. Maintenant, si on parle des... Allez, donnez-nous un petit truc de guide, une petite cave sympa que vous aimez bien aller parce que, le vin est bon, ok, mais que l'endroit est joli à voir, c'est dépaysant et ça fait du bien. Alors, déjà, les caves du Golan, il y en a plusieurs qui sont sympas. Après, il y a toutes les caves autour de Zichron Yaakov. On parle des quatre parcours. Donc, du côté de Zichron Yaakov. Moi, je resterai dans le Golan maintenant, pour l'instant. Après, on parlera des autres parcours, mais dans le Golan, il y a des petites. Vous, c'est Catherine. Catherine, votre coup de cœur ? À Catherine, c'est très bien organisé pour avoir. C'est une cave qui est très grande et qui est très bien organisée au niveau pour recevoir les clients, pour leur faire un circuit. Mais si on veut un truc un peu plus par exemple, il y a en Galilée, il y en a plusieurs. Il y a la cave de Dalton, il y a la cave de Amiad, et qui sont des petites caves et qui sont pas obligatoirement avec du vin. Ils font aussi des alcools de fruits qui sont très bons aussi. Donc on tape sur Internet et on trouve tous les renseignements pour y arriver, j'imagine. Et maintenant, en dehors du Nord, on a donc la côte méditerranéenne et puis on a toute la région de Jérusalem, les coteaux de Jérusalem. C'est que le vin, il aime la hauteur, les hauteurs, et donc tout ce qui est autour de Jérusalem. D'ailleurs, quand on parle dans la Bible des explorateurs qui sont allés, que Moïse a envoyés pour aller voir comment était le pays, ils sont revenus avec des grappes de raisin énormes de Hebron, qui sont dans les monts de Judée, au sud de Jérusalem, à 1000 mètres d'altitude. Et cette grappe de raisin est devenue aujourd'hui le symbole du ministère du Tourisme, puisque c'est ça qui représente l'État d'Israël, et pas par hasard que c'était un Hébron. Donc toute la région de Jérusalem, le sud de Jérusalem, l'ouest de Jérusalem. Alors là, il y a beaucoup de caves aussi. Il y a toute une route du vin du côté de Emekaïla et Tzor'a, et les caves de Netiv al-Medhé aussi. Et puis on monte au Gush Etzion. Sur le carrefour du Gush Etzion, il y a une très grande cave, la cave du Gush Etzion, qui elle aussi a démarré il y a une vingtaine d'années. Et puis à Hébron, il y a aussi une cave, comme par hasard, et qui permet donc de faire tout un circuit dans la Judée, et qui sont des paysages merveilleux tout autour. Alors, Hébron, bien évidemment, on peut faire une petite halte à la Marata Marpella, éventuellement même faire un petit pique-nique avec une petite bouteille de la cave adjacente. Voilà, on peut faire ça aussi. Et alors, la quatrième direction, c'est une direction complètement très peu connue, et qui s'est développée, elle, vraiment dans les dernières années. C'est le vin dans le Negev. Alors, ça paraît incroyable. Dans le désert ? Ça paraît complètement incroyable. Où ça, dans le Negev ? Autour de Mitzpeh-Ramon. Mitzpeh-Ramon, c'est à 1000 mètres d'altitude aussi. Mm-hmm. Et c'est des Boker, il y a une cave. Et ce sont des caves qui sont relativement petites. Ça n'a rien à voir avec les caves du Golan, par exemple. Mais qui sont plus familiales, plus sympathiques. Et on peut goûter le vin, en général, dans ces caves-là. On peut en acheter. Et c'est absolument incroyable. C'est ce qui s'est développé beaucoup dans le Negev, c'est ce qu'on appelle les chavot bodedot, c'est-à-dire des petites fermes isolées, de beaucoup d'intellectuels anciens high-tech de Tel Aviv, professeurs, etc., d'université, qui ont décidé de tout plaquer pour aller vivre leurs rêves. Pour aller vivre dans le Negev, un endroit où il n'y a pas de voisins et pas d'ordinateur.
Pourtant, le vin est très high-tech aujourd'hui. Oui, justement. Alors il y a justement, il y a des ordinateurs. Ils doivent mettre leur savoir. C'est sûr, c'est Ouais. sûr. Non, mais je veux dire, ils veulent la campagne Non, je et comprends. les grandes. Et alors, le désert, c'est quelque chose qui est très bon pour le vin parce qu'il y a des grandes différences de température Mhm. entre le jour et la nuit. Et la nuit, le fait qu'il fait froid empêche les maladies et les méséchimes, les insectes qui posent des problèmes souvent sur les vignes et qui permettent justement dans le désert, il y en a beaucoup moins, et ça permet d'avoir un vin complètement différent. Mais ça, c'est quelque chose qui est entièrement nouveau. Toutes ces revaux de Bodø-Dim, ça a 20 ans à peu près. Et c'est vraiment passionnant de prendre la route, par exemple, de Beersheba jusqu'à Mitzperamon, et de voir sur la route, il y a à peine une chalette, un panneau de signalisation. Comme on appelle ça, on va au bout du monde, encore 2 kilomètres à droite. Et on arrive dans des endroits où il y a les moutons, il y a les fromages et aussi du vin avec des étendues de vignobles vertes en plein milieu du désert du Negev. C'est absolument incroyable. Et surtout à cette période-là de l'année, c'est extraordinaire parce que le Negev est encore vert. Ça va pas durer longtemps. Hein. Et ça, c'est vraiment c'est très, 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 très beau à voir. Alors, vous avez une expérience, on l'a dit en début d'émission, vous aussi, du vignoble et du travail de la vigne. C'est quoi le plus grand défi aujourd'hui pour ceux qui sont vraiment les mains dans la terre et qui récoltent le vin, qui font pousser le raisin? C'est beaucoup de travail. Ça demande aussi, en plus, un amour spécial, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui fait du vin. Il faut bichonner son vignoble pour pouvoir avoir des résultats qui soient bons. Et plus on fait attention au moment de la coupe, de la vendange, etc., on peut arriver à avoir des vins qui soient meilleurs. Ouais. C'est un travail de passion, je dirais. Des passionnés. Oui, des passionnés. C'est vraiment du bichonnage. Bon, alors on sait que vous êtes guide, mais est-ce qu'on peut... je pose toujours cette question parce que parfois on n'a pas toujours le temps ou on n'est pas toujours très organisé pour prendre un guide à l'avance, mais on peut partir seul sur ces routes des vins? Oui, sans problème. Sans problème? Il n'y a pas de risque, on peut partir en famille, en voiture et à l'aventure? Aucun problème. Aucun problème. D'accord. Vous conseillez quoi pour commencer, ceux qui ne connaissent pas du tout? Tout dépend où on habite. Oui, parce que Khala de Pessar, c'est très bouché sur les routes. Oui, mais toute la région de Jérusalem, le sud de Jérusalem ou l'ouest de Jérusalem, Tzorah, Nativ Alamadé est monté par le Moshav de Zacharia, là où il y a les monuments des Juifs de France tués pendant la Shoah. Okay. Monter par cette route sur le Gush Etzion, s'arrêter au Gush Etzion et éventuellement aller jusqu'à Hébron. Mm-hmm. Il y a aussi des francophones qui sont dans le vin. Il y en a pas mal. Voilà, je pense au Castel notamment. Au Castel aussi. Oui. Donc le Castel, c'est à côté de Tzorah. Voilà. Et on peut aussi aller là-bas. Il y a beaucoup de choses à voir et à goûter. Bon, on va être sous après pour reprendre la voiture, ça va être compliqué. Oui, il faut pas. Vous savez pourquoi on boit pas en conduisant? Non, je sais pas. Parce qu'on risque de renverser la bouteille. Bon, alors juste, je voudrais terminer avec vous sur des très jolies paroles d'Amos, qui était berger à Tekoa. Moi, j'habitais Tekoa pendant des années. Pendant des années, mon mari faisait donc du vin. Donc, on était vraiment complètement dans les vignobles. En fait, c'était un vin château, c'est-à-dire que le vin était en même temps cultivé sur place. Enfin, le vignoble c'était lui qui s'occupait et du vignoble et de la fabrication du vin. Et donc, les versets de Amos, qui était un éleveur de Tekoa. Une seconde, il faut que je le retrouve. Non, mais c'est pas grave. Voilà, alors les premiers versets de Amos, c'est parole de Amos qui était un berger des Tekoa. Et les derniers versets du livre d'Amos,
qui sont les chapitres 9, verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au 15. Voici les jours vont venir, dit l'Éternel, où le laboureur rencontrera le moissonneur, et que celui qui foule les raisins rencontrera celui qui jette la semence, et les montagnes ruisselleront de mou, et tous les coteaux en découleront. Et je ramènerai de la captivité tout mon peuple d'Israël, qui aura été captif, et ils établiront des villes désertes, et ils y habiteront. Ils planteront des vignes, et ils en boiront le vin. Ils feront aussi des jardins, et en mangeront les fruits. Je les replanterai sur leur terre, et ils ne seront plus jamais déracinés de leur terre, que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Je crois que c'est des paroles très appropriées. On a vraiment l'impression d'y être parce que, oui, on mange les fruits de nos jardins, on plante nos vignes, on est revenu. Enfin, en tout cas, tout le monde n'est pas encore là, mais on souhaite, en cette fête de Pessah, accueillir encore de nombreux nouveaux immigrants. Surtout quand on dit Shana Haba al Birushalayim. Voilà, c'est le moment de venir. Merci beaucoup, Edith Neumann, pour ces jolies paroles et puis pour ce petit tioul virtuel sur la route des vins. Voilà. Voilà, je vous souhaite de bien profiter, de pas trop boire, mais de goûter quand même, et d'en profiter pour connaître les paysages verdoyants d'Israël, surtout en ce moment. Ok. Merci beaucoup, Edith. Et bonne fête. Bonne fête. Ciao.